Depuis toujours, on pense que tourner la page suffit à apaiser les blessures, mais certaines histoires refusent de se terminer calmement. Quand l'amour se transforme en obsession, quand l'orgueil supplante la raison, il ne reste plus qu'une chose, la colère, et parfois elle explose. Dans cet épisode de Cruauté en face, nous plongeons dans une affaire où la rupture n'a pas été acceptée, un lien brisé, une distance imposée, et en retour, un geste irréversible. Ce que vous allez entendre n'est pas une simple tragédie, c'est un avertissement, une alerte sourde, qui malheureusement n'a pas été entendue à temps. Avant de commencer, pensez à vous abonner, liker, activer la cloche. Je suis Genéza et aujourd'hui, je vous emmène dans un récit où la haine a attendu son heure. Préparez-vous, car parfois, ce qu'on ne supporte pas de perdre, on choisit de le détruire. Lisa Dawn Noll est née le 3 septembre 1965 à Hialeah, dans le sud de la Floride. Elle était l'enfant du milieu dans une famille de classe moyenne, ce genre de foyer où tout le monde se bat pour la télécommande et où on apprend vite à se faire entendre. Elle a grandi dans un petit quartier où tout le monde se connaissait par son prénom et parfois par ses petits secrets, et où les enfants jouaient encore dans la rue, comme dans un vieux film américain. Dès toute petite, Lisa s'est montrée intense. Une vraie tornade, avec une grosse rigolade, un humour tranchant et une manie de transformer n'importe quoi en compétition. Oui, même les devoirs. Finir son exercice de maths en premier, pour elle, c'était l'équivalent des Jeux olympiques. C'est dans les parcs de Hialeah qu'elle a découvert le racquetball, un sport qui demande vitesse, précision, réflexe. Autant dire qu'elle a adoré. Elle a participé à des tournois locaux, elle a sué sur les terrains et même à l'âge adulte, elle a continué à y retourner. Pas juste pour bouger, non, pour se défouler, pour respirer. Parce que la vie, parfois, en avait bien besoin. Mais son vrai talent, en réalité, n'était pas sur les cours, c'était dans une salle de classe. À l'adolescence, ses profs ont remarqué quelque chose de rare. Elle avait le don de transmettre. Elle expliquait mieux que la plupart des adultes, avec une pédagogie naturelle, des analogies inventives et une patience hors du commun, presque surnaturelle parfois. Alors, évidemment, elle a suivi le chemin le plus logique, l'éducation. Elle s'est brillamment diplômée en mathématiques et a commencé à enseigner à l'école élémentaire. Et là, une fois entrée en classe, tout changeait. Elle faisait des blagues pour expliquer les fractions, inventait des personnages pour représenter les nombres négatifs, faisait rire les élèves avec des équations. Elle ne faisait pas qu'enseigner, elle connectait, elle regardait les enfants dans les yeux. Elle savait qui avait des soucis à la maison, qui faisait semblant de comprendre juste pour ne pas avoir l'air bête, et qui avait besoin d'un petit coup de pouce. Pour elle, les mathématiques, c'était juste la surface. L'important, c'était de changer des vies, de partager, de transformer. C'est justement dans les années 90, alors qu'elle enseignait déjà, qu'elle a rencontré Vincent Fuilerat. Lui, c'était un technicien en sécurité électronique. Il installait des alarmes, des systèmes de surveillance, le genre de type réservé, méthodique, avec un style « je ne fais pas de vagues ». Bref, l'exact opposé de Lisa. Lui, c'était l'église, le calme, la discrétion, tout dans le moule, bien propre. Il parlait doucement, suivait les règles. À croire qu'il avait été livré avec le manuel du bon mari idéal. Et pourtant, c'est peut-être ça qui a séduit Lisa, ce calme apparent, cette stabilité, ce côté
port d'attache dans un monde qui secoue. Mais parfois, derrière les eaux calmes, il y a des abysses. Et Lisa, elle est entrée dans cette relation avec, disons, un certain charme, un petit truc en plus. Et au début, tout a semblé coller parfaitement. Ils ont commencé à se fréquenter avec légèreté. Vincent s'est montré attentif, présent, presque trop. Il s'intéressait à son métier, la couvrait de compliments sur sa façon d'enseigner, admirait sa relation avec ses élèves. Et au départ, le petit côté jaloux qu'il montrait parfois, on aurait dit du zèle affectueux, rien d'alarmant, juste un homme protecteur. Leur relation a rapidement évolué. Ils se sont mariés vers 1990. Et très vite, 2 enfants sont arrivés, Michael et Amanda. Pendant des années, la vie a suivi son cours, comme dans un manuel de la famille parfaite. Une maison à Lakeland, des week-ends tranquilles, des barbecues, des photos souriantes pour les fêtes de Noël. La Lisa, toujours enseignante. Le Vincent, fidèle à ses alarmes et caméras de sécurité. Michael a grandi, s'est engagé dans la marine. Amanda, de son côté, s'est plongée dans les études. Et de l'extérieur, on aurait dit une famille modèle. Le genre qu'on imagine sur les pubs de margarine. Tout le monde sourit, tout est beige et harmonieux. Mais derrière cette routine bien huilée, le contrôle s'est infiltré. Sournoisement. Vincent a commencé à devenir plus rigide. Il n'aimait pas les surprises, oh non. Il voulait savoir où Lisa allait, à quelle heure elle rentrait, pourquoi elle avait 5 minutes de retard. Puis, il a commencé à surveiller les dépenses, à filtrer ses amitiés, à imposer des horaires. Lisa, spontanée et pleine d'énergie, a tenté de garder le calme à la maison. Elle justifiait les réactions de son mari. Elle disait qu'il était juste attentionné, qu'il voulait son bien. Oui, bien sûr, mais ce qui passait pour de l'amour a fini par devenir une cage bien décorée. Elle ne pouvait plus rien faire sans son approbation. Il n'aimait pas qu'elle passe trop de temps avec ses collègues. Il refusait les imprévus. Il lui reprochait de donner plus d'attention à ses élèves qu'à sa propre famille. Et, petit à petit, Lisa s'est sentie surveillée, étouffée, piégée dans sa propre maison. Mais elle avait grandi avec cette idée qu'un mariage, c'est pour la vie. Alors elle a tenu bon, pour les enfants, pour l'apparence. Elle n'osait même pas penser au divorce. Elle croyait encore qu'on pouvait réparer, retrouver un équilibre. Lisa, c'était ce genre de femme qui ne lâche rien. Mais en 2014, les enfants devenus grands, elle a pris sa décision. Une décision difficile, mais vitale. Elle ne pouvait plus continuer comme ça. Ce mariage n'était plus un foyer. C'était une zone de guerre froide, une machine à épuiser l'âme. Elle, qui passait son temps à inspirer des centaines d'élèves chaque année, avait vu son énergie vidée, aspirée par une relation basée sur la peur, la culpabilité et la rigidité. Ce n'était plus une union, c'était une prison émotionnelle. Alors elle a dit « stop ». Elle a quitté la maison. Elle a demandé le divorce. Et ce qui s'est passé ensuite a surpris tout le monde. Et surtout, a déclenché l'engrenage infernal qui allait mener à l'horreur. Quand elle est partie, Lisa n'avait pas de plan. Elle savait juste une chose, elle ne pouvait plus vivre sous surveillance, être sans cesse corrigée, réduite au silence dans son propre foyer. Cette séparation, ça a été comme ouvrir une fenêtre après des années sans air. Elle a d'abord loué un petit logement. Rien de grandiose, mais c'était sa bulle. Et puis, une proposition inattendue a changé sa vie, et celle de toute la famille.
Samara Ruthenberg, la vice-directrice de la Lake Gibson Middle School où Lisa travaillait, lui a proposé de partager une maison. Elles se connaissaient depuis des années. Les couloirs, les réunions parents-profs, les comités pédagogiques, ce n'était pas une amitié nouvelle. C'était déjà une présence familière. Samara avait cette manière d'être calme, constante, presque apaisante. Elle n'était pas envahissante, mais elle était là, toujours là. Et surtout, elle apportait à Lisa ce que Vincent lui avait toujours refusé. Un espace pour respirer. Samara était intelligente, éloquente, généreuse avec ses collègues. Et surtout, elle était connue de tous les élèves pour sa fameuse politique de la porte toujours ouverte. Tu voulais parler, pleurer, demander un conseil ou juste respirer? Sa porte l'était, toujours. Et Lisa, fraîchement séparée, même si le divorce n'était pas encore signé, elle avait cruellement besoin d'une épaule sur laquelle s'appuyer. Alors vivre avec Samara, ça semblait une bonne idée, ne serait-ce que pour occuper son esprit, alléger un peu le cœur. Quand Lisa a emménagé chez elle, c'était strictement pratique. 2 femmes adultes, collègues dans l'éducation, respectueuses l'une de l'autre. Elles partageaient les frais, les responsabilités et petit à petit le quotidien, les petits déjeuners, les confidences sur les élèves insupportables, les blagues que seuls les profs peuvent comprendre. Cette amitié-là, elle a fleuri naturellement. Lisa admirait l'intelligence de Samara, sa manière calme et posée de gérer les problèmes, sans cris, sans chaos. Et Samara, elle aussi, admirait Lisa. Elle voyait en elle une femme forte, une survivante, une lumière qui, malgré un mariage étouffant, n'avait jamais cessé de briller. Ce qui n'était au départ qu'un soutien est devenu confiance. La confiance a donné naissance à l'intimité, et l'intimité, avec le temps, à l'amour. Ce n'était pas une histoire façon comédie romantique hollywoodienne. C'était réel, authentique. Des petits gestes tendres, des regards un peu plus longs que d'habitude, des silences doux, confortables. Elles ont commencé à vivre une vraie relation. Elle riait en cuisinant, projetait des vacances, achetait des plantes pour la terrasse. Lisa a présenté Samara à ses enfants, petit à petit. Elle l'intégrait à sa vie, à sa famille. Et pour la première fois depuis des décennies, Lisa se sentait elle-même à la maison, sans avoir à choisir ses mots, sans devoir demander la permission, sans craindre d'être corrigée pour avoir trop parlé ou mal ri. Elle était libre et heureuse. Mais de l'autre côté, le silence de Vincent n'avait rien à voir avec de la résignation. Il a découvert le nouveau couple au moment même où il a reçu la demande de divorce, et là, ça a explosé. Pour lui, cette séparation n'était qu'un break temporaire, une petite crise comme il en arrive dans tous les couples, non? Il était persuadé qu'un jour ou l'autre, Lisa reviendrait, qu'elle lui appartiendrait toujours, mais en apprenant qu'elle était passée à autre chose avec une femme, qui plus est sa collègue, quelque chose en lui s'est brisé. Un homme contrôlant et possessif qui se fait larguer, déjà ça fait mal, mais alors se faire larguer pour une autre femme, là, c'était carrément un attentat à sa virilité de pacotille. Il a commencé à dire partout que Lisa était perdue, qu'elle était influencée. Il rejetait toute la faute sur Samara, la désignant comme une mauvaise fréquentation. Selon lui, leur relation était malsaine, immorale, contre nature. Il a même laissé entendre que Samara tournait autour de Lisa depuis qu'ils étaient encore mariés. Et il répétait sans cesse que Samara l'avait emmené sur le mauvais chemin. Un chemin que, bien sûr, un homme droit comme Vincent ne pouvait pas comprendre.
Pour la désigner, il utilisait des termes d'une violence crasse. Parmi eux, home-wrecking dyke, littéralement, salope lesbienne briseuse de foyer. Oui, charmant, un vrai gentleman. Et il répétait toujours la même phrase à qui voulait bien l'entendre. « Je ne peux pas rivaliser avec ça ». Il l'a dit à ses amis, à ses collègues, même à son avocat. Mais au fond, ce n'était pas juste de la jalousie. C'était son orgueil blessé, une obsession bien ancrée et une incapacité totale à accepter que Lisa ait tourné la page. Surtout avec quelqu'un qui incarnait tout ce qu'il méprisait, tout ce qu'il considérait comme hors norme. Et les enfants, dans tout ça, parce que oui, c'est un sacré changement, et pas juste pour Lisa. Michael, déjà adulte et engagé dans la marine, a gardé une certaine réserve. Mais il a respecté sa mère. Il connaissait l'enfer silencieux qu'elle avait vécu dans son mariage. Et il savait qu'elle avait tout donné pour garder leur famille unie, année après année. Quant à Amanda, l'autre enfant de Lisa, son chemin a été plus tortueux. Elle avait grandi dans une maison régie par les règles strictes d'un père autoritaire, conservateur, qui avait laissé ses marques, ses principes et ses silences lourds de sens. La séparation de ses parents a été un choc et accepter la nouvelle vie de sa mère, ça a pris du temps, de la maturité et surtout de la distance. Elle a eu besoin de s'éloigner pour mieux comprendre, pour voir les choses sous un autre angle. Puis, petit à petit, elle s'est rapprochée à nouveau. Elle a fini par accepter la nouvelle compagne de sa mère, Samara. Mais pendant cette période fragile, Vincent a su jouer ses cartes. Oh, et il n'a pas lésiné. Il accusait Lisa d'avoir détruit la famille. Il tentait de monter les enfants contre elle, déformait chaque discussion, tordait les faits et utilisait la culpabilité comme une arme de destruction lente. Lisa, elle, est restée droite. Ébranlée, oui, mais droite. Elle construisait enfin quelque chose d'authentique, de libre. Pour la première fois, elle vivait sans masque et elle n'avait aucune intention de revenir en arrière. Mais cette force a eu un prix, parce que pour Vincent, tout cela était intolérable. Quand les papiers du divorce lui sont parvenus, il a refusé de les signer. Il a sorti toute la panoplie. On ne jette pas 20 ans de mariage comme ça. Lisa n'était pas elle-même. Elle devait retourner à l'église, parler à un pasteur et, bien sûr, se faire exorciser pour expulser le mal et redevenir normale. Rien que ça. Mais Lisa n'allait pas revenir. Elle avait tenu 20 ans dans une relation qui la vidait. Et maintenant, elle avait repris son souffle. Elle avait décidé de vivre, et cette fois, pour elle. Quand Vincent a compris qu'elle ne plierait pas, il a changé de stratégie. Il est devenu une ombre. Il a commencé à la suivre, à surveiller ses faits et gestes. Il savait où elle habitait, avec qui elle vivait, où elle allait, à quelle heure elle rentrait. Avant, il contrôlait de l'intérieur. Maintenant, c'était à distance, mais tout aussi obsessionnel. Le problème, c'est qu'il croyait encore tout contrôler, comme si Lisa lui appartenait. Mais la réalité, c'est que le contrôle lui avait échappé depuis longtemps, et cette idée est devenue une bombe à retardement dans sa tête. En octobre 2015, cela faisait plus d'1 an que Lisa avait quitté le domicile conjugal. Le divorce était lancé, mais toujours bloqué. Vincent refusait de signer, encore et encore. Il s'accrochait à ce faux pouvoir, une illusion de maîtrise. Pendant ce temps, Lisa et Samara construisaient leur vie ensemble. Elles habitaient la plupart du temps dans une maison à Brandon,
ville voisine de Lakeland. Mais Lisa continuait de faire les allers-retours entre les deux villes. Elle avait gardé un petit studio à Lakeland pour son travail, pour ses enfants, et parce qu'au fond, sa vie n'était pas encore totalement stabilisée. Le couple tenait bon, mais le passé rôdait. Un passé qui avait un nom, un visage, une adresse. Et dans les mois qui ont précédé le drame, Vincent a commencé à perdre les pédales. Il suivait Lisa en douce. Il apparaissait, soi-disant par hasard, dans des lieux où il savait qu'elle serait. Il tentait de forcer des conversations, posait des questions aux collègues, traînait dans les environs de l'école où Lisa et Samara travaillaient. Il savait tout. Les jours où Lisa dormait à Lakeland, les soirs où elle restait à Brandon, un espion silencieux mais omniprésent. Et puis, le 2 octobre 2015, il est passé de l'ombre à l'action. Ce jour-là, Lisa est rentrée plus tôt que d'habitude dans la maison qu'elle partageait avec Samara. Elle venait de finir ses cours, une journée presque ordinaire. Samara, elle, était déjà là, seule à l'intérieur. Ce que Lisa ne savait pas, c'est que Vincent l'avait suivie en voiture. Depuis Lakeland, il a attendu, patient, et quand elle est entrée, il a contourné la maison, il a forcé l'entrée par le garage. Samara, qui se trouvait dans une autre pièce, a entendu une porte claquer avec violence, un son sec, anormal. Elle s'est dirigée vers la porte du garage, et là, elle s'est retrouvée face à Vincent, le précieux ex-mari de sa compagne, en plein milieu de leur maison. L'atmosphère s'est glacée instantanément. Samara lui a ordonné de sortir immédiatement, mais Vincent, fidèle à lui-même, a tenté de se justifier. Il disait qu'il voulait juste parler à Lisa, qu'ils avaient encore des choses à régler, qu'il fallait discuter. Oui, bien sûr, comme si ça s'était encore réglé autour d'un café. Mais Samara n'a pas cédé. Elle a tenu bon. Elle a réussi à le mettre dehors, fermer la porte, verrouiller, puis respirer un bon coup. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Quelques minutes plus tard, Vincent est revenu. Et cette fois, il était armé. Pas avec une arme à feu, non, avec un objet métallique lourd décrit dans le rapport de police comme un simple instrument contondant non identifié. En d'autres termes, un truc conçu pour faire mal. Il a forcé l'entrée par le garage et il a foncé droit sur Samara. Il était enragé. L'attaque a été d'une brutalité inouïe. Il l'a frappée, l'a projetée au sol. Puis il a commencé à écraser sa tête contre le béton à plusieurs reprises. Pas le temps de crier, de comprendre, juste une déferlante de rage. La rage d'un homme pour qui l'amour ne pouvait exister qu'à condition d'obéir. C'est un voisin, alerté par les bruits, qui a mis fin à l'horreur. Il a crié. Et ce cri a interrompu la scène. Vincent a tenté de fuir, mais a été arrêté en flagrant délit dans la rue, à peine quelques mètres plus loin. La police est arrivée rapidement, et les accusations étaient lourdes. Violation de domicile, agression avec une arme improvisée, blessure grave avec circonstances aggravantes. Samara, elle, a été transportée à l'hôpital. Elle avait le visage tuméfié, un traumatisme crânien, des hématomes multiples sur le corps. Elle a survécu, elle s'est relevée, mais elle a gardé des marques sur le corps et dans la tête. 3 jours plus tard, elle a fait une demande officielle de protection judiciaire et elle n'a pas mâché ses mots. Elle a dit « Je crains pour ma vie ». Mais la réponse du système a été tiède, presque glaciale d'indifférence en réalité, malgré tous les éléments, les blessures visibles.
le rapport d'agression, le harcèlement documenté, l'arrestation en flagrant délit, Vincent n'a pas été condamné à de la prison ferme. Il a passé une seule nuit en cellule, puis il a payé sa caution, et il est ressorti comme si de rien n'était. Lors de l'audience suivante, le juge a estimé que Vincent n'avait aucun antécédent en Floride, était un homme travailleur, religieux, technicien modèle depuis des années et qu'il n'avait jamais eu affaire à la justice. Bref, un bon gars, victime d'un moment de faiblesse. La défense a joué cette carte et elle a frappé fort. Vincent méritait une seconde chance, ont-ils plaidé, et c'est exactement ce qu'il a reçu. Le tribunal l'a condamné à 36 mois de liberté conditionnelle avec surveillance et au remboursement des frais médicaux de Samara. Mais aucune peine de prison ferme, aucun bracelet électronique, aucune surveillance renforcée. Même l'ordonnance de protection n'était que temporaire, malgré la violence de l'agression. Concrètement, cela signifiait que Vincent restait libre de circuler, de rôder autour de la maison, d'observer Lisa et Samara sans violer la loi. Samara, traumatisée, a sombré dans la peur, insomnie, cauchemars, fenêtres verrouillées, sorties évitées, spray au poivre toujours sur elle. Lisa aussi vivait dans l'angoisse. Toutes deux ont compris qu'elles ne pouvaient compter que sur elles-mêmes. Elles ont alors décidé d'acheter des armes et de s'entraîner au tir. Ce n'était pas une revanche, mais une mesure de survie. L'avocate de Lisa, Melissa Wilson, l'a dit clairement. Elles avaient peur et elles avaient raison. Vincent, lui, a mal vécu même cette courte peine. C'était la première fois qu'il était menotté, qu'il passait une nuit en cellule, qu'il était étiqueté comme criminel. Pour lui, ce n'était pas justice, c'était une trahison, et il ne s'en cachait pas. À ses proches, à son avocat, il répétait « C'est leur faute. C'est elle qui m'a mis dans cette situation. Aux yeux de Dieu, le divorce n'existe pas. Elle est une pécheresse. » Même après tout ce temps, même après l'agression, Vincent appelait toujours Lisa sa femme, comme si leur mariage n'avait jamais pris fin. Il parlait de honte, de moquerie, disait que ses amis affirmaient qu'il avait perdu sa femme au profit d'une autre femme. Et dans cette spirale de colère et d'humiliation, il a commencé à planifier, car désormais, les armes étaient aussi de l'autre côté, et lui voulait reprendre le contrôle. En février 2017, près de 2 ans s'étaient écoulés depuis que Vincent avait violemment agressé Samara à son domicile. Pourtant, rien n'avait changé. Le divorce entamé en 2014 traînait toujours, et Lisa, comme Samara, vivait dans la peur constante d'un retour de Vincent. Malgré l'ordonnance de protection temporaire et inefficace, il n'avait jamais cessé de rôder. Discret mais persistant, il surveillait leurs allées et venues, stationnait près de l'école où travaillait Lisa, posait des questions indirectes à d'anciens membres de l'Église. Il restait une menace invisible mais permanente. Samara, très sensible au danger, vivait en alerte permanente, souffrant de crises d'angoisse. Lisa, de son côté, tenait bon, mais le stress s'installait profondément. Pendant que la justice restait passive, Melissa Wilson, l'avocate de Lisa, a fini par obtenir une date d'audience pour finaliser le divorce, le 24 février 2017. Lisa était soulagée, pensant enfin tourner la page. Mais Vincent, lui, ne voyait pas cette date comme une fin, mais comme le moment idéal pour passer à l'acte. Dans les jours précédant l'audience,
son comportement a changé radicalement. Il n'a pas répondu au message de ses enfants. Michael a trouvé étrange qu'il ignore un appel. Amanda n'a eu aucun retour malgré les accusés de lecture sur WhatsApp. C'était inhabituel pour Vincent, maniaque de la routine. Lever à 5 heures, café noir, lecture de la Bible, agenda bien tenu, tout était toujours sous contrôle. Mais, cette semaine-là, il s'est effacé. Il a manqué 2 réunions à l'église, déserté ses groupes de prière et disparu des discussions qu'il animait habituellement. Michael et Amanda se sont alors rendus chez lui. Tout semblait normal, trop normal. La maison était propre, ordonnée, mais plusieurs éléments avaient disparu. Sa carte d'identité, les papiers du divorce, le certificat de mariage, une mallette à outils et un sac à dos qu'il utilisait rarement. Vincent avait pris quelques jours de congé en évoquant des affaires personnelles urgentes sans plus de détails. Personne ne s'était inquiété. Pendant ce temps, il s'était rendu discrètement à plusieurs reprises devant la maison de Lisa et Samara, garés à distance, les phares éteints, observant pendant des heures. Il notait leurs horaires, repérait les habitudes, guettait une faille. Un voisin l'a bien vu, mais il l'a pris pour un simple visiteur ou un chauffeur de passage. Personne ne l'a identifié comme un danger. Vincent, lui, savait exactement ce qu'il faisait. Il se préparait. En accédant à l'ordinateur de Vincent, la police a découvert l'ampleur de sa préparation. Il avait recherché des itinéraires vers Brandon, étudié le plan du tribunal, lu des forums d'hommes frustrés et brisés par le divorce. Un jour, il avait même tapé sur Google « points vitaux du corps humain ». Il avait acheté un canif tactique dans une quincaillerie, puis récupéré une arme de poing semi-automatique enregistrée à son nom. Officiellement pour sa sécurité, mais cette fois, tout était planifié. Rien n'avait été détecté, car Vincent, sur le papier, restait un citoyen exemplaire, pas de casier, travailleur, croyant. Mais pour Lisa et Samara, il était devenu une menace. Son silence à l'approche de l'audience a inquiété Lisa. La veille, le 23 février, elle a dit à Samara « Il est trop silencieux, c'est pas normal ». Et elle avait raison. Elles ont même envisagé un suicide. Vincent refusait le divorce, répétant encore dans ses documents « Aux yeux de Dieu, le divorce n'existe pas ». Une phrase qui revenait sans cesse, traduisant son obsession. Lisa lui appartenait. Samara, plus optimiste, pensait qu'il n'oserait pas, vu son passé d'arrestation. Mais elle a quand même renforcé les verrous. Une dernière fois. Le 24 février 2017, à 6h30 du matin, Vincent était déjà là. Les caméras l'ont filmé. Gilet pare-balles, carabine, taser, munitions. Il avait écrit une lettre d'adieu justifiant son acte. Ce n'était pas un dérapage, c'était un plan. Il a brisé la porte arrière. L'alarme s'est déclenchée. Lisa et Samara se sont réveillées. Un échange de tirs a eu lieu. Elles ont tenté de se défendre. 2 balles ont touché Vincent sans l'arrêter. Plus armé, plus préparé, il a fini par les tuer toutes les 2. La police l'a confirmé. Aucune chance de fuite, aucune issue. Après le double meurtre, il s'est enfermé, a fixé sa lettre à son gilet et s'est suicidé. Le drame s'est déroulé le jour même de l'audience de divorce, prévue à 8h30 au tribunal de Hillsborough. Ni Lisa ni Vincent ne s'y sont présentés. Mélissa a vite compris que quelque chose n'allait pas.
Lisa, bien qu'effrayée, n'aurait jamais manqué cette audience. Après plusieurs appels sans réponse, elle a contacté la police. Les agents ont découvert la scène du crime. 3 corps, 3 vies, une tragédie annoncée, un carnage prémédité, une fin écrite à l'avance. Dans la lettre retrouvée sur le gilet pare-balles de Vincent, jamais publiée intégralement, les enquêteurs ont confirmé qu'elle était remplie de haine, de rage, de jalousie et d'un fort désir de vengeance. Lisa et Samara étaient ciblées. Ce n'était pas un crime de passion, mais une exécution préméditée. Vincent, incapable de ramener sa femme à la raison, humilié aux yeux de la société, il a choisi la violence. Et au final, il s'est suicidé, échappant à toute responsabilité judiciaire. Ce qu'il a laissé derrière lui, c'est un vide douloureux. Ses enfants ont tout perdu. Amanda a un jour confié « Je l'aimais, mais il a tué ma mère, et je ne comprendrai jamais ça. » La justice, pourtant, avait tous les éléments. L'agression violente de 2015 contre Samara, les preuves, les blessures, les plaintes, les signaux d'alerte répétés. Et rien n'a été fait. Pas de peine ferme, pas de protection durable. Lisa et Samara ont tout tenté pour se protéger. En vain. Ce qui dérangeait le plus Vincent, ce n'était pas seulement la rupture, c'était que Lisa soit en couple avec une femme. À ses yeux, c'était une trahison insupportable, une offense à sa vision du mariage. Mais ce n'est pas uniquement la haine de Vincent qui a tué, c'est l'inaction de l'État, la négligence des autorités, un système défaillant. Lisa et Samara ont été victimes d'une tragédie annoncée, évitable, ignorée. Vincent aurait dû être en prison dès 2015 pour tentative de meurtre, mais il est resté libre jusqu'à ce qu'il mette fin à 2 vies, et ça, on ne peut pas l'avaler. Mais maintenant, j'aimerais savoir ce que toi, tu en penses, parce que cette affaire est aussi complexe que choquante, et les avis sont partagés. Alors dis-moi en commentaire ce que tu en retiens. Est-ce que tu penses que la justice a failli ? Est-ce que tout ça aurait pu être empêché ? Merci à toi d'être resté jusqu'au bout de cette histoire. Si tu es encore là, n'oublie pas de liker et t'abonner, ça aide énormément à faire connaître la chaîne. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle affaire. Prenez soin de vous et méfiez-vous du silence.